SPED, on a organisé le partage de l'information vue aux patients. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a écrit sur ce sujet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je travaille plutôt pour la Cour d'appel et la Compagnie nationale des experts. Vous savez que depuis que la loi Kouchner, on a défini plusieurs types de complications médicales. L'aléa thérapeutique, on ne va pas en parler, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la complication non fautive et prévisible qui relève de l'information patient. C'est celle pour laquelle vous devez informer votre patient. Parce que si la complication prévisible arrive, eh bien, le patient ne sera pas indemnisé. Si vous ne l'avez pas informé, en revanche, l'avocat ne va pas se gêner pour dire que c'est une faute par défaut d'information. La HAS a défini les critères de la complication prévisible. Ne vous embêtez pas à les rechercher. Vous prenez les documents d'information de la SPED, les sociétés savantes l'ont fait pour vous. C'est le résultat, évidemment, d'études, de la littérature. L'indemnisation d'une victime de complications prévisibles, elle va se faire au titre de la maladie. On va considérer que c'est une évolution, certes dommageable, mais normalement, comme prévisible. Ça va être une forme d'indemnité journalière si vous êtes salarié, ou des soins de sécurité sociale. Mais si vous êtes comme moi, peut-être certains d'entre vous ici, libéral, eh bien, il va falloir organiser votre risque et donc je serai indemnisée en fonction du barème de l'assurance que j'ai pris. J'ai assuré les mains, j'ai assuré les yeux, et donc c'est ce barème qui va compter. Ce qui veut dire qu'il est normal d'informer le patient de son risque, il est normal qu'il puisse avoir l'autonomie de s'organiser sur son risque. Et c'est pour ça que quand il y a une faute pour défaut d'information, eh bien, effectivement, vous allez être condamné à votre assureur à indemniser le préjudice dit d'autonomie. Alors, c'est la faute première qu'on se prend dans les procédures. En général, même quand on a fait bien les choses, c'est là-dessus qu'on se fait avoir sur le défaut d'information. On n'a pas en justice, je vous dis au passage, d'obligation de résultat. On est souvent très mal quand on a une procédure parce qu'on a été formé à l'obligation de résultat. La justice, elle nous demande de suivre un process. Le devoir d'information, je vous le rappelle, c'est le code de santé publique qui l'impose dès que des personnes rentrent en relation juridique. C'est le cas quand vous soignez un patient. Il doit vous permettre d'obtenir le consentement éclairé du patient après un délai de réflexion. Ça, c'est la loi, on ne peut pas échapper à ça, et c'est rendu obligatoire. La preuve de cette information, là où ça se complique, c'est qu'elle vous incombe à vous, praticiens. C'est à vous de prouver que vous avez informé. Or, on sait, vous savez que l'information doit être délivrée par voie orale et pas par écrit. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui l'a décidé en 2008. Priorité à l'information orale. Alors, c'est sympa, mais pour prouver quelque chose que vous avez fait oralement, eh ben, c'est pas facile. Donc, d'où l'importance de faire un courrier en consultation. Ça, les chirurgiens connaissent vraiment bien. Ils font des courriers, ils rajoutent dictée devant le patient, remis en main propre, si vous voulez, mais vous écrivez pour avoir une traçabilité de cette information orale. Alors moi, je vous donne quelques tuyaux. Je peux vous dire ce que je fais, par exemple. Après, vous organisez. Mais moi, quand j'écris au médecin traitant, j'explique au patient les modalités de la coloscopie et je lui remets le document d'information de la SPED. Et puis, n'hésitez pas à en rajouter une deuxième couche. Sur le compte-rendu de colo, vous mettez patient informé des modalités de la coloscopie en consultation, il a reçu le document de la SPED, il a consenti à l'examen. Avec ça, on ne peut pas vous dire que vous n'avez pas informé, c'est pas possible. La signature dans tout ça, est-ce qu'elle est intéressante? Oui, évidemment, les assureurs aiment bien avoir la signature dans le dossier parce que ça participe à la traçabilité. Ceci dit, si vous faites signer sans informer oralement, c'est pire. Alors ça, il vaut mieux pas le faire parce que le juge il se prend vite à la place de la victime et ça, il n'aime pas du tout. Donc, en endoscopie, eh ben, c'est un problème, finalement, cette histoire d'information, puisque nous, on travaille en plateau technique. Il y a beaucoup d'intervenants surspécialisés. Je vois une petite lésion sous-muqueuse en gastroscopie. Je vais demander à Laurent Palazzo de faire des courants d'eau. Il va trouver autre chose. Il va demander à Jean-Marc un cathé. Enfin bref, si tout le monde doit revoir à chaque fois le patient en consultation avant, ça devient complexe, pénalisant pour le malade qui va perdre du temps et pour nous, organiser. Donc on est faible. On est faible parce qu'on fait quand même, c'est comme ça qu'on travaille bien, et on est faible, et du coup notre sinistralité, elle reste à 9%, c'est beaucoup,
9% des gastro-entérologues par an vont avoir une procédure. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on est une centaine dans la salle, ce que ça fait, c'est rapide. Donc à la SFED, on a rédigé un document qui détermine de la même manière que l'a fait la SFAR, la possibilité que vous pouvez faire un examen endoscopique si le patient a reçu l'information d'un autre praticien prescripteur, mais évidemment, la SFED est soucieuse du fait que l'information reçoive l'information, enfin, que le patient reçoive l'information qui lui est due. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et donc, ce texte, je vous invite à le lire, il est sur le site de la SFED. Il a des principes qui disent le patient reçoit l'information du praticien prescripteur. Ça, on est d'accord, c'est en consultation par voie orale. Il reçoit le document d'information de la SFED. Dans ces cas-là, il ne faut pas s'amuser à faire vos documents vous-même. On respecte un délai d'attribution en urgence. Le patient consent à l'acte endoscopique et l'opérateur, donc qui va voir le patient à la fin, s'assure du respect et de la bonne compréhension du patient de l'examen. Et l'opérateur va tracer et décrire toutes ces étapes sur son compte rendu. À tout moment, le patient peut demander plus d'explications, il peut demander à voir l'opérateur en consultation avant. L'opérateur lui-même, il peut refuser de faire l'examen. Si vous considérez que c'est pas indiqué, vous ne le faites pas. Mais dans tous les cas, vous informez et le patient et le praticien prescripteur de ce que vous avez fait, de la raison de votre refus, des résultats. L'examen, c'est très important, les résultats, le suivi, les surveillances que vous pouvez envisager. Et puis, évidemment, s'il y a une préoccupation, ne faites pas, mais à ce moment-là, il faut prévenir le prescripteur. Et on a donc dans ce texte décliné 3 situations, je vais vous décrire. La première, c'est lorsque c'est le médecin traitant qui est le prescripteur et vous, gastro-entérologue opérateur. Dans ces cas-là, le médecin prescripteur il doit avoir une parfaite connaissance des actes prescrits. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça ne veut pas toujours dire que le généraliste, si vous considérez que le généraliste est capable d'expliquer comment se passe une colo, il faut qu'il y ait eu un parcours de soins coordonné, il faut qu'il y ait eu une conversation avant, il faut que vous en soyez certain, et que ce soit le bon document qui a été remis. Donc ça peut s'envisager dans les régions où il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues, dans le cadre d'une collaboration, vous faites une réunion, vous leur expliquez, etc. Typiquement, moi j'aime bien prendre mon cas aussi, puisque c'est celui que je connais le mieux, mais c'est le cas aussi avec d'autres spécialités. Les manométries anorectales, que je fais à la demande des gynécologues, des urologues, je ne vais pas les voir en consultation avant, ce ne sont pas des gastro-entérologues, mais j'estime qu'ils savent expliquer aux patients comment se passe une manométrie. Je le trace dans mon compte rendu de manométrie, et on travaille en collaboration avec des staffs pluridisciplinaires, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prouver cette collaboration. Quand c'est un gastro-entérologue qui adresse un autre gastro-entérologue, c'est sans doute plus facile. À ce moment-là, ayez la gentillesse pour votre collègue qui va faire les coendos ou le KT de noter dans votre courrier que vous informez le patient, que vous remettez le document d'information de la SFED. Ça facilitera pour le gastro-entérologue opérateur la preuve et la traçabilité dans ce compte rendu qui a eu l'information. En équipe hospitalière, on a fait un petit aparté là-dessus parce que la seule problématique qui se pose en hospitalisation, il y en a surtout 2, c'est le partage des données sur le patient. Vous savez que le Code de santé publique dit bien que seuls les praticiens qui participent aux soins ont accès au dossier. Donc ça, il y a un système d'informatique qui est quand même en général performant dans tous les établissements, ça ne doit pas poser de problème. Et l'autre souci que vous avez, c'est que souvent vous avez des demandes dans les services des internes de diabéto, je donne un petit peu d'antibiotiques, il y a une diarrhée, et puis on demande tout de suite une colo. Ça doit s'organiser. C'est-à-dire que l'interne de diabéto, s'il veut prescrire une colo, il vient en endoscopie, il voit ce que c'est qu'une coloscopie, il doit remettre le document d'information, il doit expliquer au patient qu'il n'a pas découvert qu'il va avoir une colo parce que l'infirmière va lui poser quelques pathologies. Voilà. Ça, c'est important. C'est quelque chose que vous pouvez organiser dans vos services et que vous devez pouvoir tracer aussi dans vos comptes rendus. Donc ça, je vais vous expliquer. Dans tous les cas, l'opérateur est responsable de la vérification du contenu de l'information livrée. On vous conseille fortement les documents de la SFED. On est en train de faire un énorme travail de mise à jour. On a rédigé des nouveaux documents, on va même sur la manométrie, les éco-endos. Il va y avoir beaucoup de choses. France Zuméra va vous les passer par Internet, donc soyez vigilants là-dessus. L'opérateur, il est responsable de la vérification de la bonne compréhension par le patient de l'acte. Vous pouvez voir le patient avant, vous demander s'il a bien compris ce qu'on avait pu faire, s'il a eu le bon document, si on lui a expliqué. Il est responsable de cette traçabilité. Et quant au prescripteur, il doit avoir une parfaite connaissance des actes
prescrit et il en est responsable. Donc l'objectif de ce document, c'est de vous aider bien sûr, pour vous faciliter ce que vous faites déjà en fait. L'idée c'est de la SFED a écrit ce qui était les bonnes pratiques. Et elle est dans son rôle à ce niveau-là. Mais vous, votre rôle, c'est aussi d'être vigilant sur cette information. En chirurgie, donc on fait très vite. Nous, sinon, nos assurances vont continuer à augmenter si on n'y prête pas attention, parce que c'est vraiment ce qui nous coûte le plus cher. Donc, c'est quand même pas un document qui se substitue au juge, parce que de toute façon, le juge est le seul à décider. Mais plus vous allez montrer que vous travaillez bien en suivant les recommandations de la société, plus ce sera facile.